Bonjour à tous et bienvenue dans votre Café Palia, votre rendez-vous digital mensuel proposé par la Fondation Clariane pour aborder les problématiques de fin de vie et accompagner les soignants qui sont régulièrement confrontés. Comme chaque mois, nous sommes en présence du docteur Grange, qui est médecin en soins palliatifs, également l'auteur de l'ouvrage Le Dernier Souffle, qui répondra à nos questions sur le thème de l'alimentation et de l'hydratation pour les personnes en fin de vie. Et tout à l'heure, après notre échange, nous accueillerons le docteur Sébastien Collas, qui est médecin expert au sein de Clariane France, qui nous fait le plaisir d'être notre grand témoin du jour. Alors, docteur Grange, pardon. Bonjour Emmanuel, et bonjour à tous. L'hydratation, l'alimentation en fin de vie, c'est un sujet central qui préoccupe autant les familles que les soignants. Tout à fait Emmanuel, c'est un vrai sujet, et c'est sans doute le sujet qui pose le plus de problèmes. Pour les familles, mais aussi pour les soignants. Pourquoi pour les soignants? Parce qu'on a eu un enseignement où il fallait nourrir et alimenter et hydrater la personne, et qu'on ne peut pas les laisser comme ça mourir sans être hydratés et sans être alimentés. Et c'est vrai que pour les familles, dès que la personne ne mange plus ou ne boit plus, c'est mais attendez, vous n'allez pas le laisser mourir de faim et de soif, c'est atroce. Donc c'est un vrai sujet. Et concernant l'alimentation et l'hydratation en fin de vie, moi je voudrais dire que les soins palliatifs, ça commence dès l'annonce d'une maladie grave. Et que tant que la personne peut boire et manger normalement, eh bien on la laisse manger et boire normalement en respectant ses goûts. Voilà. Dans certaines pathologies, et pas forcément dans la phase terminale, je pense à certains cancers ORL, ou des affections neurologiques où il y a des troubles de la déglutition, la personne a encore une espérance de vie. Et on peut se poser la question, en effet, à partir du moment où on ne peut plus manger naturellement par la bouche, eh bien, de trouver une alternative. Et alors l'alternative, c'est quoi? Ce sont des tuyaux. Alors ça peut être la sonde gastrique, mais que pour un temps. Ça peut être la gastrostomie, quand on dépasse 4 semaines. Donc la gastrostomie. La gastrostomie, donc là les soignants savent, mais c'est un tuyau qui va directement dans l'estomac. Au lieu que la sonde gastrique, ça passe. Voilà. Et puis il y a certaines situations où on peut alimenter une nutrition par les veines, et en général par des cathéters, parce qu'il faut utiliser des veines de gros calibre. Mais c'est pas une façon normale d'alimenter la personne. Alors, encore une fois, quand on est encore dans un pronostic, on peut aborder ce sujet-là et de se poser la pertinence d'être nourri artificiellement par des tubes ou des tuyaux. Et donc, bien sûr que la parole du malade est essentielle, de savoir, lui, ce qu'il veut. Et puis, de poser la question du bénéfice-inconvénient d'être nourri ou hydraté artificiellement. Mais, en tous les cas, quand on arrive dans la phase terminale, là, nous, qui travaillons en soins palliatifs, ou tous ceux qui prennent en charge des personnes en fin de vie, savent très bien que la nutrition artificielle et l'hydratation artificielle devient le plus souvent délétère. Alors, et on abordera ça. Voilà, et justement, donc, si je comprends bien, quand on est en soins palliatifs et qu'on peut manger par la voie, par la bouche, naturellement, manger et boire naturellement, on va privilégier l'alimentation plaisir et continuer de manger ce qui nous fait plaisir. Voilà. Si ça n'est malheureusement pas possible pour des raisons médicales, pathologiques, eh bien, décision est prise donc, par les médecins de suppléer et de proposer une nutrition et une hydratation artificielle via les tuyaux. Et justement, donc, vous évoquiez sur les tout derniers jours des personnes donc, qui seraient
nourri par les tuyaux, le fait de continuer ou de ne pas continuer Alors, quand on est dans la phase terminale d'une vie, ça n'a aucun sens de rajouter des jours à des jours en nourrissant artificiellement la personne. En plus de ça, on s'aperçoit que très souvent c'est délétère. On dit qu'en soins palliatifs, en tous les cas c'était le cas pour nous à l'unité de soins palliatifs, c'est que 80% des malades, c'était des personnes atteintes de cancer. Or très souvent les gens, ils ont un dégoût de la nourriture, ils n'ont pas faim. Alors là, on parle davantage peut-être à des soignants qui travaillent dans des EHPAD avec des personnes âgées, des résidents, et tout simplement c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « j'ai pas faim ». Alors, si vous êtes nauséeuse, Emmanuelle, et si vous n'avez pas faim, est-ce qu'il est né celui qui va vouloir à tout prix vous forcer à manger? Et donc je me souviens, dans ma France profonde, en Eure-et-Loire, des aides-soignantes qui disaient « ah, je suis content, il a terminé son plateau ». Mais on fait les choses pour qui? Là, on les fait pour l'aide-soignante. Hein? C'est-à-dire que si la personne n'a pas faim, a un dégoût de la nourriture, est nauséeuse et vomit, on ne va pas la forcer à manger. Mais là, encore une fois, je contextualise mon propos. On est dans le cadre d'un topo sur les soins palliatifs, c'est-à-dire que ces résidents, ils sont soit dans la fin d'une vie naturelle, ou soit atteints d'une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et donc là, bien sûr que là, c'est pas une bonne chose de nourrir, de vouloir à tout prix nourrir la personne. Et là, pour les familles, on abordera peut-être plus tard, hein, c'est quelquefois pas simple. Mais c'est déjà pas simple pour les soignants. Alors, on va donner quelques explications. C'est-à-dire que, en tous les cas, pour le cancer, dans les phases évoluées des cancers, on n'a jamais vu une personne dans la phase terminale d'un cancer corpulent. Très bien importante. Ils sont souvent cachectiques et amaigris. Et on s'aperçoit que les nutritions artificielles, elles profitent davantage aux cellules qui se divisent qu'aux cellules saines. Donc ça profiterait davantage au cancer. D'accord. Mais encore une fois, les gens, ils ont un dégoût de la nourriture. Et je vais vous prendre un exemple, je me souviens d'une personne qui avait un cancer très évolué et il ne mangeait que pour faire plaisir à son épouse. Et là, on se pose encore une question, on fait les choses pour qui? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans le sens du malade? Il a faim, il mange, et il mange ce qu'il veut. Il n'y a plus de la place pour les régimes, régime sans sel, régime diabétique, on s'en fout, on adaptera, mais ce qui lui fait plaisir. Concernant l'hydratation, là aussi, on est dans des représentations où, en effet, mourir de soif, c'est atroce. Hein, si on se perd dans le désert et on voit les gens... Bon. Mais on a un bon exemple avec la canicule. La canicule, c'était en quoi? En 2002? 2003. 2003, voilà. Il y a eu 12 000 morts en France. Et ils sont morts de déshydratation. Alors, ne croyez-vous pas que s'ils avaient eu une souffrance liée à cette déshydratation, ils auraient été chercher... Voilà, j'ai soif, Charlène. Ils seraient allés chercher... Je bois parce que je ne vais pas souffrir. Et donc, toutes ces personnes, les 12 000 personnes, n'étaient pas dans l'incapacité d'aller chercher. Hein? Ils n'avaient pas de sensation de soif, donc ils n'avaient pas de souffrance. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les gériatres. Et dans nos EHPAD, hein, avec cet épisode de la canicule, maintenant, il y a des salles rafraîchissantes et on dit aux soignants de donner à boire aux personnes âgées parce qu'elles n'ont pas la sensation de soif et donc pas de souffrance liée à ce manque. Et donc, c'est pas le problème. Le problème, c'est davantage la souffrance, s'il devait y en avoir une, c'est la sécheresse de bouche. Or, le problème de la sécheresse de bouche ne se résout jamais par l'apport de liquide par des sondes gastriques ou par des tuyaux. C'est par des soins de bouche. On les abordera plus tard. D'accord. Et donc, du coup, si on revient
un instant donc, sur ces prescriptions de nutrition et d'hydratation artificielle dont vous parliez, et dont vous avez évoqué le fait qu'elle n'aidait pas le malade, contrairement à ce qu'on pouvait penser sans le savoir, il peut être décidé de les arrêter. Donc, si je le comprends bien. Oui, c'est-à-dire une personne qui éventuellement avait déjà une gastrostomie ou une alimentation parentérale ou une alimentation par une sonde nasogastrique, si cette personne arrive dans sa phase terminale, c'est pas parce qu'elle a un tuyau, un cathéter, une sonde nasogastrique ou une gastrostomie qu'on va continuer à l'utiliser. Bien évidemment que là, il faudra arrêter, il faut savoir déprescrire une nutrition artificielle ou une hydratation artificielle qui n'est plus justifiée, qui n'est plus pertinente. Oui. Et là, moi, je compare ça, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'acharnement thérapeutique, mais on peut parler aussi d'acharnement nutritionnel. Et ça serait pour moi de l'obstination déraisonnable de continuer à nourrir artificiellement et hydrater artificiellement ces personnes, alors qu'elles sont dans la phase terminale de leur vie. Cette nutrition artificielle et cette hydratation artificielle, elle a toute sa place, parce que c'est un traitement de suppléance quand on est dans des situations, par exemple un AVC, on fait un AVC. Bien sûr que la personne ne peut plus se nourrir, on va la nourrir artificiellement, mais on va voir que peut-être qu'elle va récupérer. Et si elle récupère, elle pourra de nouveau s'alimenter. C'était un cap difficile à passer. Par contre, cette personne, elle s'aggrave de plus en plus. Elle arrive à une phase terminale. Et ben, on saura arrêter cette nutrition artificielle et hydratation artificielle. Et justement, vous nous avez parlé de ce que la nutrition artificielle peut provoquer quand elle n'est plus pertinente dans le traitement du patient. L'hydratation. L'hydratation aussi, elle peut ne plus être pertinente. Donc, bien sûr, parce que là, il y a quelque chose d'évident. Moi, j'ai commencé par la réanimation. Et quand je me souviens, quand en 91-92, j'ai fait mon DU de soins palliatifs, alors que j'avais fait de la réanimation, sur le cours de l'hydratation, ils m'ont dit cette chose, que l'hydratation en fin de vie, peut être délétère. Et alors là, je dis, je pousse le bouchon un peu loin. Mais c'est évident. C'est-à-dire que plus on hydrate, plus il y a de volémie, plus il y a de sécrétion, plus il y a de... c'est-à-dire que c'est le liquide qu'il y a dans le liquide circulant. D'accord. Donc, plus il y a de sécrétion. D'accord. Plus vous buvez, plus vous urinez. Plus vous buvez, plus vous avez de choses à vomir. En soins palliatifs, très souvent, il y a des personnes qui sont œdémaciées, ils sont de l'œdème. Il y a l'œdème péritumoral, il y a l'œdème parce qu'on a de l'acide, de l'eau dans le ventre. Il y a de l'œdème parce qu'on a un épanchement pleural. Eh bien, plus vous allez apporter de l'hydratation, donc de l'eau, plus vous allez en mettre ce qu'on appelle dans le troisième secteur, dans les œdèmes, dans l'acide, dans l'épanchement pleural. Et donc, ce qui fait mal, c'est l'œdème, c'est la distension. Le signe clinique de la déshydratation, c'est quoi? C'est le pli cutané. Voilà, moi j'ai un peu vieux là, j'ai un pli cutané. Le pli cutané, ça fait pas mal. Par contre, les œdèmes, la distension, ça fait mal. Et là, plus on hydrate, plus on apporte de liquide, plus on met de l'œdème, et plus ça fait mal. Et plus on est encombré. Et l'encombrement, par exemple, tout le monde est paniqué, les soignants. Et quand ils sont trop encombrés, comme ça, on les aspire. Aspirer une personne pour les derniers jours de sa vie. Vous avez connu le Covid, donc vous avez fait un petit test, là, un petit écouvillon dans le nez. C'est agréable ou désagréable? C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, voilà. En effet. Alors, pensez pour ces personnes-là, quand ils ont des sondes en permanence, pensez quand on doit les aspirer, qu'on leur laisse en permanence la sonde, c'est pas très confortable. Et donc là aussi, je rappelle quelque chose d'important, c'est que la nutrition artificielle, comme l'hydratation artificielle, est un traitement, et de par la loi, comme tout traitement, il peut être arrêté. Par contre, l'alimentation plaisir, eh bien, elle est, tant qu'elle est possible, et tant qu'elle est souhaitée par le résident, eh bien, on peut la conserver. D'accord.
Et justement, comment est-ce que cette décision de déprescrire l'hydratation et la nutrition artificielle se prend-elle? Comment ça se décide? Alors, moi, on travaille en équipe. Et si la décision, elle est médicale, il est très important qu'on en discute en équipe pluridisciplinaire. Donc, moi, j'avais l'habitude, donc c'est la procédure collégiale, et je pense que ça se fait partout. Ça pourrait être inconcevable qu'un médecin seul prenne une décision à la fois de pause de gastrostomie ou de pause d'une alimentation par une sonde nasogastrique, comme de l'enlever sans en avoir discuté avec les infirmières, les aides-soignantes qui prennent en charge au quotidien ce résident. Et que bien sûr que là, Charlène, qu'est-ce que vous en pensez? Là, Virginie, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun donne son avis. Hein? Oh bah oui, c'est vrai, d'autant qu'il est encombré et tout ça. Non, il faut mieux la retirer. Par contre, la décision, elle est médicale. Et donc moi, je suis très attaché au fait que la décision n'est pas collégiale. C'est la procédure qui est collégiale. D'accord, une concertation. Mais, voilà, l'avis de tout le monde. Et in fine, c'est le médecin qui décide après avoir entendu chaque membre de l'équipe qui donnera son avis. Et également, on tient compte des souhaits du patient. Oui, bien sûr. Quand les personnes ne sont plus à même, tant que la personne peut dire ce qu'elle souhaite, on passe directement avec elle. Maintenant, quand il y a une personne qui n'est plus à même de dire et de communiquer, eh bien évidemment, on regarde aussi ce qu'elle a pu mettre dans ses directives anticipées, ou on interroge la personne de confiance qui peut faire valoir ce que la personne aurait souhaité. Mais néanmoins, sur des nutritions artificielles et des hydratations qui seraient délétères, le médecin doit assumer sa décision parce que ça serait maltraitant de les poursuivre dans le cadre de la phase terminale d'une personne. Très bien. Donc on a bien perçu ce qui se passait du côté de l'équipe soignante et aussi pour le patient avec ce que vous nous avez décrit. Mais cette fin de vie se vit avec les familles aussi. Comment, concrètement, comment on aborde de ce sujet? Comment on en parle? Quand? Alors, le plus tôt possible. Quand on aborde ce sujet et qu'une nutrition est délétère. Et moi, j'avais dû dire aux infirmières et aux aides-soignantes que dès que vous sentez qu'il y a une famille qui se pose des questions sur « je comprends pas, on a diminué la perfusion, mais les apports sont diminués, ils sont arrêtés hein, », il faut absolument anticiper et discuter avec les familles. Et donc, moi, j'avais l'habitude de recevoir les familles, toujours accompagnées d'un soignant. Et par exemple, j'ai dit, voilà, madame, vous êtes au courant de la maladie de votre mari? Ah oui, je sais bien qu'il a une maladie très évoluée. Et je lui dis, oui, en effet, il a une maladie qu'on ne peut plus guérir au-delà de toute ressource thérapeutique. Et donc là, il était pour l'instant donc perfusé, mais là on va arrêter la perfusion. Ah ben non docteur, c'est pas possible, parce que si on arrête la perfusion, il va mourir. Écoutez, non, il va mourir de sa maladie, mais c'est pas parce qu'on va arrêter la perfusion qu'il va mourir. Le problème, c'est que là, la perfusion, il est encombré, il a beaucoup d'œdème, hein, et plus on va lui apporter du liquide, plus il va être encombré, et moi je voudrais pas être obligé de l'aspirer. Là, vous l'entendez, il commence un petit peu à graillonner, il n'est pas confortable, et donc je pense qu'il faut arrêter les apports hydriques parce que ça ne peut faire que de l'inconfort. Et les familles, encore une fois, elles ont besoin d'explications, d'explications et d'explications. Tout ce qu'on fait, on l'explique, tout ce qu'on arrête, tout ce qu'on décide de ne plus faire, on l'explique. Et pourquoi on arrête? Et pourquoi? D'accord. Et donc la préoccupation aussi bien évidemment des soignants que des familles, c'est que le patient, le proche ne soit pas en souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors vous nous avez dit qu'en effet l'inconfort n'était pas de ne plus être hydraté, mais c'était des sécheresses de la bouche, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les soins qu'on peut prodiguer?
Alors qu'on est un peu trop fanat pour maintenir des perfusions et de garder une petite perfusion sous-cutanée, hein, même les perfusions sous-cutanées, je vois pas tellement l'utilité. Il y a un seul soin qui, jusqu'à la dernière minute de vie, peut apporter du confort, ce sont les soins de bouche. Et là, c'est un soin qui est difficile. Parce que c'est un soin qui est intrusif. De rentrer dans la bouche de quelqu'un, c'est difficile. Et donc, il faut de la patience, il faut aussi de la compétence. Parce qu'il y a autant de soins de bouche que de bouches différentes. Il y a des bouches malodorantes. Il y a des bouches qui sont ulcérées. Il y a des bouches où il y a des croûtes, où il y avait... Bon. Et donc, ce sont les soins de bouche. Et là, il y a plein de protocoles qui existent, hein, en fonction des types de bouche, le type de protocole à utiliser. Et ça, c'est... Et on peut même faire des soins de bouche aromatisés avec des choses que la personne aime bien. Moi, je me souviens, il y avait un monsieur, rocker, Harley Davidson et tout ça, et puis il aimait bien le whisky. On lui faisait des soins de bouche au whisky. Bon, voilà. Et il adorait ça. Donc, on peut aussi, et même faire des petits sorbets, faire des soins de bouche avec des arômes que la personne aime bien. Il y a plein d'inventivité à avoir pour les soins de bouche. Mais en tous les cas, pour les soins de bouche, d'abord, il faut regarder les bouches. C'est pas ouvrir la cage aux oiseaux, mais ouvrir les bouches des personnes en fin de vie et regarder. Et en fonction des types de bouches, faire des soins de bouche adaptés. Ça, c'est le meilleur soin jusqu'à la dernière minute de vie. Oui, vraiment éviter cette sécheresse. Alors, la bouche, et puis il y a aussi les lèvres aussi. Il faut aussi, pour éviter que les lèvres soient craquelées, mettre de la vaseline, hein, graisser les lèvres. Donc ça, c'est le véritable soin. Hygiène, et est-ce que aussi vous conseillez de poursuivre des massages au-delà de... Bien sûr. Tout ça, la musicothérapie, les massages, la balnéo, les bains thérapeutiques, le pansement Schubert. Là, je sors d'une intervention à l'Assemblée nationale où il y avait une femme qui va dans les soins palliatifs avec son violoncelle. Et voilà, c'est merveilleux. Oui. Donc, il y a plein de choses. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'hydrate plus avec des tubes ou des tuyaux qu'on ne fait rien. Ouais, on soigne. Toujours. On prend soin toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on prend soin. Et le fait de ne pas nourrir artificiellement ou hydrater artificiellement, c'est pas arrêter les soins. On prend soin toujours. Merci. Je pense que c'était une belle phrase de conclusion pour cette question-réponse. Merci, Dr Grange. J'appelle maintenant notre grand témoin du jour, Sébastien Collas, le Dr Collas, qui va adresser la conclusion. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Et merci au Dr Grange d'être intervenu. Alors, comme vous l'avez compris, dans le cadre des soins palliatifs de la phase terminale, qui est une phase qu'on arrive à détecter cliniquement ou paracliniquement, la question de l'alimentation, d'hydratation se pose. Est-ce qu'on doit la continuer? Est-ce qu'on doit la poursuivre? C'est une vraie question. Est-ce une priorité? Est-ce utile? L'alimentation et l'hydratation vont bien au-delà d'un simple traitement, c'est un symbole. Boire, manger, c'est vivre. On mange tous autour d'une bonne table, on vit autour d'une bonne table. La loi Claes-Leonetti a classé l'alimentation et l'hydratation comme des traitements, donc susceptibles d'être arrêtés comme toute thérapeutique qu'elle dit injustifiée, inutile et qui poursuivrait de façon artificielle, comme vous l'avez dit, la vie. La décision qui acte cet arrêt est en effet une décision médicale qui fait suite à une procédure telle que définie dans la loi, une procédure dite collégiale, comme vous l'avez cité, Dr Grange, où on va faire appel à un autre médecin et consultant qui n'aura aucun lien hiérarchique avec le médecin qui prendra la décision. Après cette décision, cette procédure fera suite au recueil, comme vous l'avez dit, de l'avis du malade avant toute chose. C'est lui qui décide, en lui expliquant tous les tenants et les aboutissants, en lui donnant une information loyale et claire. Et si ce n'est pas possible, on peut céder des directives anticipées. S'il en a rédigé, on doit les rechercher. Elles peuvent être à cet instant T inappropriées, effectivement. On doit, s'il n'y en a pas, aller s'enquérir de l'avis de la personne de confiance et à défaut des proches ou de la famille. En phase terminale, le seul et unique but qu'on doit avoir, c'est rendre confortable. C'est l'unique but
qu'on doit chercher. Pendant cette période où la mort est imminente, la sensation de faim et de soif, comme vous l'avez dit, elle disparaît. Il faut bien comprendre que poursuivre l'hydratation a des effets délétères, comme vous l'avez dit, par majoration des œdèmes, par aggravation des nausées, des vomissements, d'encombrement bronchique, de douleur au point de ponction. Ça fait mal une perfusion, ça fait très mal, si peu qu'on bouge un peu. Et c'est important d'expliquer aux malades et d'expliquer aux proches. Il faut savoir aussi que l'arrêt de l'hydratation, ça a été prouvé, ça crée une sécrétion dentalgique au niveau cérébral, ce qu'on appelle des opioïdes, de la morphine, si on simplifie les choses. Il faut comprendre que l'être aimé, il ne mourra pas de faim et de soif, comme vous l'avez dit, c'est sa maladie qui l'emportera. Il est important autant d'anticiper, autant que faire se peut ces problèmes. Quand on voit un patient qui se dégrade, vous qui voyez au quotidien les familles, les proches, les personnes de confiance, le malade avant toute chose, et de pouvoir expliciter, d'anticiper cette future possible arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, d'expliquer au maximum aux proches le pourquoi, ce qu'on a déjà dit par avant. Ça évite beaucoup d'incompréhension, des fois ça évite des sentiments de culpabilité sur la famille, on laisse mon papa, ma mère mourir de faim, de soif, et ça permet une prise en charge complètement sereine, ou le plus sereinement possible, des malades. Il faut aussi pouvoir, ça c'est important, vous appuyer sur des structures d'appui que vous avez au sein de vos réseaux, de vos territoires. Ça va du médecin traitant, aux équipes mobiles de soins palliatifs, aux HAD, aux associations diverses. Et bien sûr, en intra-Clariane, vous trouverez toujours un intervenant pour vous aider, pour vous guider, pour vous appuyer sur des décisions. Voilà. Il faut bien comprendre, comme ça a été dit juste avant, qu'on n'arrête pas de soigner, on continue de prendre soin, on n'arrête pas les soins, on prend en charge la douleur, on fait des soins de bouche, on masse, on procure un environnement adéquat, musique, soins de bouche au whisky, comme vous l'avez dit, pourquoi pas, au coca pour moi un jour peut-être, des massages, voilà. Arrêter, ne pas mettre de, ça fait partie aussi du rendre confortable. C'est un droit pour chaque malade, c'est un devoir, une volonté, une obligation pour chaque soignant, et c'est la volonté intrinsèque, absolue du groupe Clariane. Voilà, je vous remercie.